Je m'appelle Caroline Johansson. J'ai 28 ans. Et pendant 3 ans, mes parents ont appelé chaque employeur auprès duquel je postulais pour leur dire que j'avais un casier judiciaire. Ce n'était pas vrai. Je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai même jamais eu de contravention de stationnement. Mais à 27 ans, je vivais dans un refuge pour sans-abri, je me lavais les cheveux dans l'évier d'une station-service, et je ne mangeais qu'un repas par jour parce que personne dans un rayon de 80 km ne voulait m'embaucher. Mon père m'envoyait un SMS une fois par semaine, toujours le même message, rentre à la maison, excuse-toi, et peut-être que j'arrêterai. Puis, un mardi matin, une femme a frappé à la porte du refuge et a prononcé 7 mots qui ont tout changé, ta grand-mère m'a engagé pour te trouver. Avant de vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur de cette mallette, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté à cette histoire, et laissez un commentaire pour me dire quelle heure il est là où vous êtes en ce moment. J'adore toujours voir d'où vous écoutez tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Harlem, dans l'Ohio. La semaine après mon 25e anniversaire. Le jour où j'ai décidé que j'avais fini de demander la permission d'avoir une vie. Harlem, Ohio. 4000 habitants et des poussières. Une épicerie, un lycée, un dîner qui sert le même pain de viande depuis 1987. Le genre d'endroit où tout le monde vous salue depuis son Porsche et sait à qui appartient le camion garé là où il ne devrait pas être. Les Johansson, c'est nous. Nous étions considérés comme des gens honnêtes. Mon père, Gérald, a travaillé comme directeur d'usine à l'usine de fabrication de Harland pendant 19 ans avant sa fermeture. Ma mère, Denise, faisait du bénévolat à la collecte alimentaire chaque Thanksgiving. Sur le papier, nous étions la famille que les gens montraient du doigt en disant « Voyez, c'est comme ça qu'on élève une fille ». Derrière la porte d'entrée, les choses fonctionnaient selon un ensemble de règles différents. Je n'ai pas eu ma propre clé de maison avant l'âge de 20 ans. Je n'avais pas le droit de conduire à plus de 15 km sans appeler à l'avance. Quand j'ai eu 14 ans et que j'ai commencé à débarrasser les tables au dîner de la route 30 après l'école au salaire minimum, rien de glamour, mes chèques de paie allaient directement sur un compte bancaire conjoint que ma mère avait ouvert pour les garder en sécurité. Je n'ai jamais vu un relevé. Je n'ai jamais demandé. C'est comme ça que les choses fonctionnaient. J'ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion, première de ma classe. J'avais une conseillère d'orientation qui m'a prise à part en terminale et m'a dit « Caroline, tu pourrais obtenir des bourses, des vraies. » J'ai rapporté les brochures à la maison. Mon père ne les a même pas ouvertes, il les a posées sur le comptoir et a dit « L'université, c'est pour les gens qui ne savent pas travailler de leurs mains. » Alors, je suis resté. J'ai nettoyé, j'ai cuisiné, j'ai tondu la pelouse, j'ai aidé ma mère au jardin, et j'ai écouté mon père parler de la façon dont le monde s'effondrait chaque soir au dîner. Et chaque soir, il me regardait de l'autre côté de cette table et disait la même chose, tu as un toit, de la nourriture et une famille. De quoi d'autre une fille de ton âge a-t-elle besoin? Pendant longtemps, je n'ai pas eu de réponse. La semaine après mes 25 ans, quelque chose a changé. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de dispute, pas de point de rupture. J'étais debout dans la cuisine, frottant la même poêle en fonte que je frottais depuis l'âge de 12 ans, et une pensée a atterri dans ma tête comme une pierre à travers une fenêtre, je vais avoir 40 ans, debout à cet endroit exact, faisant cette chose exacte. Cela m'a fait plus peur que tout ce que mon père avait pu dire. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque publique de Harlem, et je me suis assise à l'un des ordinateurs publics de la rangée du fond osseux avec les claviers collants et les limites de temps de 15 minutes et j'ai créé une nouvelle adresse email. Pas l'adresse familiale que ma mère surveillait, une nouvelle, juste la mienne. J'ai trouvé une annonce pour une quincaillerie à Millfield, à 20 minutes à l'est. Ils avaient besoin d'une associée aux ventes, à temps plein, de 9h à 17h, avantages sociaux après 90 jours. J'ai tapé ma candidature avec 2 doigts et j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me dissuader de le faire. 2 jours plus tard, une réponse est revenue. Ils voulaient me faire passer un entretien. Jeudi à 10h. J'ai lu cet email 3 fois. J'ai fermé le navigateur. Je suis rentré chez moi les mains tremblantes. Pas de peur, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je pense que c'était de l'espoir. Ce soir-là au dîner, quelque chose clochait. Mon père était assis en bout de table, fourchette dans une main, journal plié à côté de son assiette. Il m'a regardé une fois, juste une fois, avec une expression que je ne pouvais pas nommer.
Ma mère se tenait à l'évier, nous tournant le dos à tous les deux, lavant une vaisselle qui était déjà propre. Personne n'a dit un mot. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Millfield pour cet entretien. Le directeur m'a serré la main à la porte. Il a souri. Puis il m'a fait asseoir et son sourire a disparu. Il s'appelait Bill, milieu de la cinquantaine, lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Il avait ma candidature imprimée sur le bureau entre nous. Caroline, a-t-il dit. Je vais être franc avec vous. D'accord. Y a-t-il quelque chose dans vos antécédents que nous devrions savoir? J'ai cligné des yeux. Non, monsieur, rien. Il a enlevé ses lunettes, frotté l'arête de son nez. Nous avons reçu un appel téléphonique hier. Quelqu'un, je ne vais pas dire qui, a mentionné une accusation de vol qualifié. La pièce a tangué. J'ai agrippé la coudoir de ma chaise. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Bill m'a regardé et je pouvais le voir, il voulait me croire, mais il avait aussi une entreprise à faire tourner et un appel téléphonique résonnant à son oreille. Je suis désolé, a-t-il dit. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Pas de radio, pas de pleurs, juste les lignes blanches de la route 30 qui défilaient floues. Quand je me suis garé dans l'allée, mon père était assis sur le porche, journal ouvert sur ses genoux. Il n'a pas levé les yeux. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Je suis resté là, clé à la main, fixant le dos de son journal. Il a tourné une page, lent, décontracté. Bien, ai-je dit. Bien. Il a plié le journal. Ta mère a fait du rôti braisé. Je suis resté assise pendant tout le dîner. Rôti braisé, haricots verts, thé glacé. Ma mère a parlé de la nouvelle clôture des voisins. Mon père a hoché la tête comme si c'était la chose la plus intéressante qu'il ait jamais entendue. Et quelque part entre le rôti braisé et le thé glacé, une pensée a commencé à se former. Petite, laide, impossible. Savait-il? Je l'ai refoulé. C'étaient mes parents. Les parents ne font pas ça. Je n'allais pas la refouler longtemps. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai postulé à 3 autres endroits, une épicerie à Ridgeway, un entrepôt à la limite du comté, un dîner à Cooperton qui embauchait pour l'équipe du matin. Les 3 m'ont appelé pour des entretiens. Les 3 ont annulé dans les 48 heures. L'épicerie a dit qu'ils avaient pourvu le poste. L'entrepôt n'a jamais rappelé. Mais le dîner. Le dîner était différent. La propriétaire, une femme nommée Pat, a été honnête avec moi. Elle s'est penchée par-dessus le comptoir et a baissé la voix. Ma chérie, quelqu'un a appelé ici à ton sujet. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que tu avais un casier judiciaire. Un vol et une fraude. Était-ce une femme? Pat a hoché la tête. Elle a dit qu'elle était une voisine inquiète. Une voisine inquiète. Ce soir-là, j'ai attendu que mes parents aillent se coucher. Je me suis glissé dans le couloir jusqu'à la salle de couture de ma mère, la seule pièce de la maison qui était à elle seule. J'ai ouvert le tiroir du bureau, écarté les chutes de tissu et les pelotes d'épingles, et il était là, un petit carnet bleu. Je l'ai ouvert. L'écriture de ma mère, soignée, nette, la même écriture cursive qu'elle utilisait pour les cartes d'anniversaire. Dans la colonne de gauche, des noms, Quincaillerie Millfield, Ridgeway Fresh Mart, Logistique limite du comté, Dîner familial Cooperton. Dans la colonne de droite, des coches rouges. Chaque endroit où j'avais postulé, coché un par un. Je me suis tenu dans cette pièce sombre tenant le carnet et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas une coïncidence. Ma mère avait une liste. Elle me suivait à la trace. J'ai remis le carnet, fermé le tiroir, marché jusqu'à ma chambre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté allongé là à fixer le plafond, retournant une question encore et encore, comment se bat-on contre les gens qui sont censés vous protéger? Le lendemain matin, j'ai placé le carnet bleu sur la table de la cuisine. Ma mère versait du café. Mon père beurrait des toasts. La radio jouait une vieille station de country. Tout était normal. Tout était ordinaire. Maman, ai-je dit, explique ça. Denise a regardé le carnet.
Sa main s'est arrêtée au milieu du versement. Le café s'est répandu sur le comptoir. Puis les larmes sont venues. Tu as fouillé dans mes affaires. Sa voix s'est brisée au bon moment. Est-ce ainsi que je t'ai élevé? Fouiller dans les affaires privées de ta mère. Tu as appelé mes employeurs, chacun d'entre eux. Tu leur as dit que je suis une criminelle. Je l'ai fait parce que je t'aime. Elle a pressé une main sur sa poitrine. Le monde là dehors est dangereux. Tu n'as aucune idée de ce qui peut arriver à une fille seule. J'ai 25 ans, maman. Je ne suis pas une fille. Mon père a posé son toast. Il n'a pas élevé la voix. Il ne le faisait jamais. Nous te protégeons. Caroline, tu penses que tu peux survivre là dehors? Tu ne sais même pas cuisiner pour toi-même. J'ai cuisiné tous les repas dans cette maison depuis que j'ai 16 ans. Il a ignoré ça. Laisse tomber ça tout de suite. Je vais appeler la police. Gérald a ri, un souffle court par le nez. Et leur dire quoi? Que ta mère a passé un coup de fil? Ils vont te rire au nez jusqu'à la sortie du poste. J'ai regardé ma mère, les larmes coulant sur son visage, le café s'étalant toujours sur le comptoir. J'ai regardé mon père, calme comme un dimanche matin, beurrant tranquillement son deuxième morceau de toast. Si vous n'arrêtez pas, ai-je dit, je pars. Il n'a pas cligné des yeux. Tu passes cette porte, tu sors avec rien, pas d'argent, pas de papier, rien. Je pensais qu'il bluffait. Il ne bluffait pas. J'ai fait mes bagages ce soir-là. Un sac à dos, 2 changes de vêtements, une brosse à dents, mon chargeur de téléphone, et une photo de ma grand-mère que je gardais dans ma table de chevet. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, ma mère se tenait dans le couloir, bras croisés, visage sec maintenant. Les larmes avaient disparu, remplacées par quelque chose de plus dur. Si tu pars, a-t-elle dit, tu es morte pour nous. Mon père se tenait derrière elle, bras croisés, remplissant le couloir comme un mur. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. J'ai fait un pas sur le porche, sorti mon téléphone, ouvert l'application bancaire. Solde, $0. Des années de chèques de paie, pourboire du dîner, argent d'anniversaire de grand-mère Maggie. Chaque dollar que j'avais jamais gagné, disparu. Ma mère était sur le compte depuis que j'avais 16 ans. Elle n'avait pas besoin de ma permission pour le prendre. J'ai besoin de mon acte de naissance, ai-je dit, et de ma carte de sécurité sociale. Ceux-ci appartiennent à cette maison, a dit mon père de derrière la porte moustiquaire. Et puis il l'a fermée. J'ai descendu l'allée à 21h47 un mardi d'octobre. J'avais un sac à dos, un téléphone avec 11% de batterie, et $12 en liquide dans ma poche arrière. Je n'avais pas de pièce d'identité. Je n'avais pas de plan. Je n'avais nulle part où aller. J'ai marché jusqu'à la station-service sur la route 30, je me suis assise sur le trottoir sous les lumières fluorescentes. Un semi-remorque est entré et sorti. La caissière à l'intérieur m'a regardé une fois à travers la fenêtre, puis a détourné le regard. À 23h16, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père, rentre à la maison. Excuse-toi. J'y réfléchirai. J'ai éteint le téléphone. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que la batterie était sur le point de mourir de toute façon. J'avais $12 et nulle part où dormir. Mais pour la première fois en 25 ans, personne ne me disait où aller. J'ai trouvé le refuge communautaire de Harland 2 jours plus tard. Et une femme au comptoir de la station-service, la même qui avait détourné le regard cette première nuit, m'en a parlé lors de ma deuxième matinée à dormir dans la cabine des toilettes. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste écrit une adresse sur une serviette et l'a glissée sur le comptoir. Le refuge était un entrepôt converti sur Mill Street, 20 lits, une salle de bain commune, et une cuisine gérée par des bénévoles. Ça sentait le nettoyant industriel et la soupe réchauffée. Les lumières fluorescentes bourdonnaient toute la nuit. Linda Marsh dirigeait l'endroit, 47 ans, cheveux courts, lunettes de lecture qu'elle n'arrêtait pas de remonter sur son nez. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle m'a tendu une serviette et a pointé le lit 14. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu es ici, a-t-elle dit. Tu as juste à vouloir te relever. J'étais la plus jeune personne du refuge d'au moins 15 ans. J'ai commencé le processus de remplacement de mes documents. J'ai fait une demande pour un nouvel acte de naissance par courrier, 6 à 8 semaines, ont-ils dit.
Je suis allé au bureau des véhicules, DMV, pour une pièce d'identité temporaire, mais sans ma carte de sécurité sociale ou tout document justificatif, j'ai été ballotté dans un arriéré administratif. Revenez dans 3 semaines, puis revenez encore. Pendant que j'attendais, je lavais la vaisselle au refuge en échange d'un repas supplémentaire. Je balayais les sols. J'organisais le placard à fournitures. J'avais besoin d'être utile. J'avais besoin de bouger. Et je continuais à postuler pour des emplois, 7 fois plus loin. 50 km, 65 km. Des endroits dont mes parents n'avaient jamais entendu parler dans des villes où ils n'étaient jamais allés. Je me disais que la distance arrangerait les choses. Si j'allais assez loin, leur portée s'arrêterait. J'avais tort là-dessus aussi. Le restaurant était à Granton, à 55 km au sud, un endroit familial, nappe à carreaux, plat du jour sur un tableau blanc. Ils avaient besoin d'une hôtesse. J'ai postulé en ligne à la bibliothèque et j'ai obtenu un entretien la même semaine. J'ai emprunté un chemisier à une autre résidente du refuge. J'ai pris le bus du comté à 6 heures. Le directeur s'appelait Dave. Il semblait correct. Il m'a serré la main et a dit qu'il me ferait savoir d'ici vendredi. Jeudi matin, Dave a appelé. J'ai décroché à la première sonnerie. Caroline, je suis désolé. Nous avons décidé d'aller dans une direction différente. Mon estomac s'est noué. Puis-je demander pourquoi? Pause. Longue pause. Quelqu'un nous a envoyé un document par email. Ça ressemblait à un rapport de police. Je me suis assise sur mon lit de refuge. Un rapport de police. Ce n'était pas un appel téléphonique cette fois. Non, un email avec une pièce jointe. Ça avait l'air officiel. Un document tapé, formaté et envoyé depuis un email anonyme à un restaurant à 55 km de là. Mon père a passé 19 ans comme directeur d'usine. Il savait comment rédiger des mémos. Il savait comment formater des papiers à l'apparence officielle. Il avait une imprimante, un scanner, un vieux papier à en-tête de l'entreprise qui semblait assez proche de quelque chose d'autoritaire si on ne regardait pas trop attentivement. Il s'était amélioré. Les appels téléphoniques ne suffisaient plus. Maintenant, il y avait des documents, des preuves fabriquées conçues pour ressembler à quelque chose qu'une vérification d'antécédents pourrait produire. Ce soir-là, assise sur le lit 14, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais je connaissais la cadence. Toujours froid dehors? La porte est toujours ouverte pour l'instant. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Puis je l'ai supprimé. Mais quelque chose d'autre est resté avec moi cette nuit-là. Quelque chose que Linda avait mentionné 2 jours plus tôt. Une femme était venue au refuge demander après moi. Une femme que je ne connaissais pas. Elle avait laissé une carte de visite. Je n'y avais pas beaucoup pensé alors. Maintenant, je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Il a appelé un dimanche. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Peut-être parce qu'il pleuvait et que le toit du refuge fuyait au-dessus du lit 12 et que j'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne répare pas. Rentre à la maison, Caroline. Arrête d'appeler mes employeurs. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai vu le carnet, papa. Quel carnet? Celui de maman avec les coches. Silence. 5 secondes. 10. Je pouvais entendre le robinet de la cuisine couler en arrière-plan. Le même robinet qui goûtait depuis 3 ans parce qu'il ne l'avait jamais réparé. Tu es confuse, a-t-il dit. Tu as toujours été confuse. Je ne suis pas confuse. Je suis inemployable à cause de toi. Tu es inemployable parce que tu n'es pas prête pour le monde réel. C'est ce que j'ai essayé de. Je raccroche. Tu raccroches, tu perds cette famille. Je l'ai déjà perdue. J'ai appuyé sur le bouton rouge, posé le téléphone face contre terre sur le matelas, mais mes mains tremblaient. Pas de peur. De l'effort de garder ma voix stable pendant 2 minutes et 14 secondes. Je n'ai pas rappelé. Il n'a pas rappelé. À partir de ce moment-là, ce n'était que des SMS. Une fois par semaine, parfois 2, toujours le même ton. Une porte maintenue entr'ouverte juste assez pour me rappeler qu'elle pourrait se fermer. Thanksgiving arrive. Ta mère fait de la tarte. J'ai vu ton amie Cathy au magasin. Elle a demandé de tes nouvelles.
Il commence à faire froid. Le refuge ne peut pas être chaud. Chacun a un hameçon. Et chacun conçu pour me faire sentir que le problème était le mien. Que c'était moi qui étais parti. Celle qui avait brisé la famille. Celle qui devait revenir en rampant. J'ai gardé chaque SMS. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais quelque chose en moi disait, garde tout. C'était la chose la plus intelligente que j'ai faite cette année-là. Après avoir raccroché ce téléphone, je me suis assise sur mon lit de refuge et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Je n'arrêtais pas de penser, pourquoi ? Pourquoi vos propres parents préféreraient-ils vous voir sans abri plutôt qu'indépendante ? Je n'ai toujours pas complètement cette réponse, mais je veux vous demander, vos parents ont-ils déjà détruit une opportunité pour vous et ont ensuite agi comme s'ils vous rendaient service ? Si cela vous touche de près, j'aimerais vraiment entendre votre histoire dans les commentaires. Dans les nuits calmes au refuge où elles étaient toutes calmes, juste le bourdonnement du radiateur plainte et quelqu'un toussant de lit plus loin, je pensais à ma grand-mère, Margaret Johansson. Tout le monde l'appelait Maggie. Elle vivait dans une ferme de 16 hectares à l'extérieur de Ridgeway, à environ 40 minutes de Harland. Des poulets, un potager de 2000 mètres carrés, et une grange qu'elle peignait en blanc chaque printemps parce qu'elle disait que ça gardait les choses honnêtes. Elle a vendu la ferme 3 ans avant de mourir. J'avais 23 ans quand elle est partie. Insuffisance cardiaque, rapide, comme elle l'aurait voulu. Aux funérailles, mon père a pleuré exactement une fois pendant l'éloge funèbre, puis est retourné serrer des mains et accepter des ragoûts. Mais je n'arrêtais pas de penser à la dernière fois que je l'avais vue seule. C'était peut-être un an avant sa mort. Elle m'avait invité à la ferme. Les nouveaux propriétaires n'avaient pas encore emménagé, donc elle avait toujours accès. Nous étions assises sur le porche avec du thé sucré et elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. Si jamais les choses vont vraiment mal, quelqu'un viendra te trouver. N'aie pas peur quand ils le feront. Je me souviens avoir ri. Grand-mère, de quoi tu parles ? Elle n'a pas ri. Elle a juste regardé le champ et a dit, je connais mon fils, ma chérie. Je le connais depuis 50 ans. Puis elle a changé de sujet, m'a demandé des nouvelles du jardin à la maison, si les tomates étaient sorties. Mais il y avait une dernière chose. Quelque chose qu'elle a dit alors que je marchais vers ma voiture, j'ai vendu la ferme, mais je n'ai pas dépensé l'argent. Souviens-toi de ça. Je ne m'en suis pas souvenu. Pas avant le 5e mois au refuge, allongé sur le lit 14, a fixé une tache d'eau au plafond en forme d'Ohio. Alors je me suis souvenu de chaque mot. C'est Linda qui a remis le sujet sur le tapis. Je réapprovisionnais le placard à fourniture au papier toilette à gauche, spray nettoyant à droite, le genre de travail machinal qui garde vos mains occupées quand votre tête ne s'arrête pas. Et elle s'est appuyée contre le cadre de la porte avec ce regard qu'elle avait quand elle choisissait ses mots. Caroline, tu te souviens de cette femme qui est passée le mois dernier ? Je me suis arrêté. Celle qui demandait après moi. Ouais. Ruth quelque chose. Je ne lui ai pas donné tes informations. Politique du refuge. Mais elle a laissé une carte. Linda l'a sortie de sa poche arrière, légèrement pliée au coin. Elle me l'a tendue. Ruth Callan, détective privé agréé, État de l'Ohio. Numéro de licence pays 201477455-0182. Je l'ai lu 2 fois. Détective privé. Ma première pensée, l'évidente, mon père a engagé quelqu'un pour me trouver. C'était son prochain coup, me traquer, signaler ma position, peut-être essayer de me faire expulser du refuge sur une accusation fabriquée. À quoi ressemblait-elle, ai-je demandé. La cinquantaine. Cheveux gris courts, calme, poli. Linda a marqué une pause. Elle n'avait pas l'air d'être des ennuis, Caroline. Elle avait l'air de quelqu'un qui cherchait une personne à qui elle tenait. J'ai glissé la carte dans ma poche. Je n'ai pas appelé le numéro. Je n'étais pas prête à entrer dans le piège que mon père avait tendu ensuite. J'avais été déjouée trop de fois déjà. Mais la carte est restée dans ma poche. Et chaque fois que je faisais la lessive, je la déplaçais dans la paire de jeans propres. Je ne pouvais pas la jeter. Quelque chose à son sujet me tracassait. La façon dont elle était venue au refuge au lieu d'appeler. La façon dont elle avait laissé son nom au lieu de se cacher derrière un tuyau anonyme. Ce n'était pas comme ça que mes parents fonctionnaient. Ils se cachaient. Ils mentaient.
Ils envoyaient des choses depuis l'ombre. Cette femme a frappé à la porte d'entrée. Moi 7. Je commençais à trouver mes marques. Mon acte de naissance de remplacement était arrivé. Et le DMV a finalement traité ma pièce d'identité temporaire. J'avais une photo de mon propre visage sur une carte délivrée par le gouvernement pour la première fois de ma vie adulte. Petite victoire, sentiment énorme. Puis Linda m'a appelé dans son bureau. Elle était assise derrière son bureau avec la porte fermée. Ça n'arrivait jamais. La porte de Linda était toujours maintenue ouverte avec une brique qu'elle avait peinte en bleu. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Pas méchamment, mais sérieusement. J'ai reçu un appel aujourd'hui. Une femme s'identifiant comme travailleuse sociale. Elle a dit que tu as un historique documenté de violence et que tu poses un risque pour les autres résidents. La pièce est devenue froide. C'était ma mère. Linda a hoché la tête lentement. Je me suis douté. Je travaille ici depuis 11 ans. Les travailleurs sociaux n'appellent pas les refuges à l'improviste pour dénigrer un résident. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne pouvais pas discuter des informations des résidents. Elle a raccroché. Linda s'est penchée en avant. Je documente cet appel dans nos dossiers. Mais je dois être honnête avec toi. Si elle contacte le bureau du comté, si elle dépose une plainte formelle via le système, je pourrais ne pas être capable de protéger ta place ici, c'est au-dessus de moi. Je suis restée assise là. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus. Le radiateur plainte cliquetait. Mes parents avaient saboté mes demandes d'emploi. Ils avaient fabriqué des rapports de police. Ils avaient vidé mon compte bancaire et gardé mes documents d'identité. Et maintenant, ils essayaient de m'enlever le dernier endroit où je pouvais dormir la nuit. Puis quelque chose a changé à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude et brouillonne et elle s'éteint. C'était différent. C'était clair. Comme une fenêtre que quelqu'un avait barbouillée de graisse pendant des années, et je l'avais finalement essuyée. J'avais fini d'avoir peur. J'étais prête à être précise. Harland tient une réunion du conseil municipal le premier jeudi de chaque mois. Chaise pliante dans le centre communautaire, lumière fluorescente, un microphone sur un podium qui grince si vous vous tenez trop près. 15 à 40 personnes se présentent, selon qu'il y a un litige de zonage ou une plainte pour nid de poule. La plupart du temps, ce sont la même douzaine de retraités et un gars qui essaie d'obtenir un panneau stop sur Elm Street depuis 3 ans. Linda m'a dit, les mots vont vite dans une ville de cette taille. Ton père s'est inscrit pour parler ce soir, a-t-elle dit. J'y suis allé. Je me suis assise au dernier rang près de la sortie, dans une veste empruntée. Je n'avais pas été dans un espace public à Harland depuis mon départ. Gérald s'est tenu au podium à 19h22. Il portait sa bonne chemise, la bleue que Denise repassait pour les funérailles et les réunions bancaires. Sa voix s'est brisée dès la première phrase, et je savais que c'était répété. Je suis ici en tant que père, a-t-il dit. Ma fille a quitté la maison et est tombée dans de mauvaises fréquentations. Elle vit dans un refuge. J'ai essayé de la ramener à la maison, mais elle refuse. Il a marqué une pause. Il a laissé le silence travailler. Une femme au deuxième rang a mis sa main sur sa bouche. Je demande à cette communauté de m'aider à atteindre ma petite fille. Au premier rang, mademoiselle Denise était assise, les mains croisées sur ses genoux, des larmes coulant sur son visage. La femme à côté d'elle, madame Patterson de la Poste, s'est penchée et lui a serré le bras. Les gens se sont tournés pour me regarder. Je pouvais le sentir, 40 pères Dieu, certains compatissants, certains curieux, certains déjà convaincus. L'homme au podium était un père au cœur brisé. La fille au dernier rang était le problème. Personne ne m'a demandé si je voulais parler. La réunion a continué. Je n'ai pas dit un mot, et j'ai sorti un carnet et j'ai écrit tout ce que mon père avait dit, mot pour mot. Puis je suis sorti par la porte latérale. Après cette réunion, Harland a pris sa décision à mon sujet. L'épicerie où j'avais demandé pour de la mise en rayon à temps partiel, la femme du gérant avait été à la réunion, poste pourvu. L'employé de la station-service qui avait l'habitude de me faire un signe de tête a commencé à regarder au-delà de moi au refuge. Une des bénévoles, une enseignante à la retraite nommée Barbe, m'a prise à part pendant le déjeuner. Ma chérie, peut-être que tu devrais juste rentrer à la maison. Ton papa a le cœur brisé.
J'ai posé ma cuillère. Avez-vous entendu son discours? Tout le monde l'a entendu. Ce pauvre homme debout là-haut suppliant sa petite fille de rentrer à la maison. Je voulais crier. Je voulais sortir mon téléphone et lui montrer les SMS, rentre à la maison. Excuse-toi. J'y réfléchirai. Je voulais décrire le carnet bleu avec les coches rouges et le faux rapport de police et l'appel téléphonique au refuge prétendant que j'étais violente. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais appris quelque chose durant ces 7 mois, quand votre accusateur pleure en public, personne n'écoute l'accusé. Quelques jours plus tard, quelqu'un d'une congrégation locale a appelé le refuge au pas une église spécifique, juste un membre inquiet de la communauté religieuse suggérant une réunion de réconciliation familiale. Linda a poliment décliné en mon nom. Les murs se refermaient. Mes parents avaient transformé la ville entière en leur système de surveillance, chaque voisin sympathique et chaque bénévole bien intentionné, chaque personne qui a vu la lèvre tremblante de Gérald à ce podium, ils sont tous devenus des extensions du piège. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce que ma grand-mère avait dit, quelqu'un viendra te trouver. Et je n'arrêtais pas de penser à cette carte de visite dans ma poche. Ruth Calland, détective privé. Je n'avais plus rien à perdre. Le refuge était le dernier mur entre moi et la rue. Ce soir-là, j'ai sorti la carte et j'ai appelé le numéro. Elle est venue le lendemain matin, 8 heures pile, et Linda l'a laissée entrer. Ruth Calland était exactement comme Linda l'avait décrite, milieu de la cinquantaine, cheveux gris courts, pas de bijoux, pas de bêtises. Elle portait une veste bleu marine simple, et portait une mallette en cuir marron qui semblait plus vieille que moi. Elle s'est assise sur la chaise pliante à côté de mon lit. Le refuge était presque vide. Tout le monde était au centre de jour ou dehors à chercher du travail. Caroline Johansson, c'est moi. Elle a posé la mallette sur le lit entre nous. Sur le cuir, à l'encre noire décolorée ou une écriture que je reconnaissais, il y avait 5 mots, pour Caroline, quand elle sera prête. L'écriture de ma grand-mère. L'air a quitté mes poumons. Je m'appelle Ruth Calland. Je suis une détective privée agréée dans l'État de l'Ohio. Votre grand-mère Margaret m'a engagé il y a 10 ans. 10 ans? J'aurais eu 18 ans. Elle m'a payé une provision à l'avance pour une décennie de surveillance périodique de vos parents. Ses instructions étaient spécifiques. Ruth a marqué une pause. Et donnez-lui ça. Comment savait-elle que c'était assez grave? Ruth m'a regardé fixement. Quand votre mère a appelé le refuge en prétendant être une assistante sociale, je surveillais déjà la situation. Je suivais les appels aux employeurs depuis 2 ans. J'ai des enregistrements de 37 contacts séparés que votre mère a fait. Et j'ai des copies des documents fabriqués que votre père a créés. J'ai tout. J'ai fixé la mallette, l'écriture de ma grand-mère. Une décennie de planification. Une vieille femme dans une ferme vendue regardant 10 ans dans le futur et voyant exactement ce qui allait se passer. Elle a prédit ça, a dit Ruth doucement. Presque à l'année près. J'ai tendu la main vers le fermoir. À l'intérieur, sur le dessus, se trouvait une enveloppe scellée, couleur crème. Mon nom écrit de la main de grand-mère Maggie, la même écriture cursive qu'elle utilisait sur les cartes d'anniversaire. Si tu lis ceci, c'est que les choses ont mal tourné. Je suis désolé de n'avoir pas pu arrêter ton père de mon vivant. J'ai essayé. J'ai passé 30 ans marié à un homme tout comme lui, ton grand-père. Et je sais comment les murs se referment, comment ils te font penser que la cage est normale. Mais j'ai passé mes dernières années à m'assurer que tu ne serais pas piégé pour toujours. À l'intérieur de cette mallette se trouve ta porte de sortie. Utilise-la sagement. Ne l'utilise pas pour la vengeance. Utilise-la pour la liberté. Je t'aime plus qu'il ne m'a jamais laissé le montrer. Grand-mère Maggie. J'ai posé la lettre. Mes mains étaient stables. Mes yeux ne l'étaient pas. Ruth a attendu. Puis elle a ouvert un deuxième compartiment dans la mallette et en a sorti un épais dossier manille. Elle l'a posé sur le lit et l'a ouvert. 5 ans de documentation, organisée par date, avec des onglets, enregistrement des appels téléphoniques de Denise, 37 d'entre eux, où elle s'identifiait comme une voisine inquiète, une amie de la famille, et dans 2 cas, une assistante sociale. Chaque enregistrement avait un horodatage, un numéro de téléphone et une transcription. Copie de mails envoyés depuis un compte anonyme tracé jusqu'à l'adresse IP du foyer Johansson contenant des pièces jointes qui imitaient des rapports de police. Ruth avait des captures d'écran et des métadonnées.
Photographie du carnet bleu, prise à travers la fenêtre de la cuisine Johansson lors d'une des visites de surveillance périodique de Ruth. J'ai regardé Ruth. Est-ce admissible au tribunal? Chaque morceau. L'Ohio est un État à consentement unique pour l'enregistrement et j'ai été engagé en tant que pays agréé. Ma documentation suit la chaîne de possession. J'ai fermé le dossier, l'ai ouvert à nouveau, l'ai fermé. Il y a une dernière chose, a dit Ruth. Au fond de la mallette, sous le dossier, se trouvait une grande enveloppe jaune. Elle était scellée avec un tampon de cire, pas décoratif, juste pratique, le genre qu'un avocat utilise. Dans le coin supérieur gauche, cabinet d'avocat de Philippe Durn, Millfield, Ohio. J'ai glissé mon doigt sous le rabat. À l'intérieur, une pile de documents juridiques, attachés avec un trombone et munis d'onglets bleus. Ruth a parlé pendant que je lisais. Votre grand-mère a vendu sa ferme il y a 10 ans pour un peu moins de 300 000 $. Elle a placé le produit dans une fiducie révocable qui est devenue irrévocable à son décès. Mais la fiducie a été gérée de manière prudente au certificat de dépôt, bon du Trésor par un fiduciaire au bureau de M. Durn. J'ai regardé le chiffre sur la page récapitulative. Puis j'ai regardé à nouveau. 340 000 $. La seule bénéficiaire, a continué Ruth, c'est vous, Caroline Johansson. Aucune autre partie n'est nommée. Votre père n'a aucune connaissance de cette fiducie. Votre grand-mère a été explicite à ce sujet. Elle a donné pour instruction à M. Durn de n'avoir aucun contact avec Gérald ou Denise en aucune circonstance. J'ai posé les papiers sur le lit. Le matelas du refuge s'est affaissé sous leur poids. Ou peut-être que c'était moi. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas simplement donné avant? Elle a écrit une note à Monsieur Durn à ce sujet, a-t-elle dit, et je paraphrase, si je le lui donne maintenant, Gérald trouvera un moyen de le prendre. Elle doit en avoir besoin d'abord. J'ai regardé l'écriture de ma grand-mère sur la mallette, pour Caroline, quand elle sera prête. Pour accéder au fond, a dit Ruth, vous devrez rendre visite à Monsieur Durn en personne avec une pièce d'identité valide. Un acte de naissance ou une pièce d'identité délivrée par l'État fera l'affaire. J'ai mis la main dans ma poche arrière, j'ai sorti la pièce d'identité temporaire que j'avais obtenue du DMV 2 semaines plus tôt, celle pour laquelle je m'étais battu 3 mois. C'était le bon moment. Elle avait tout prévu. Le bureau de Philippe Durn était au-dessus d'une quincaillerie dans le centre-ville de Millfield. Escalier étroit, porte vitrée avec lettrage doré, et une salle d'attente avec 2 chaises et une fougère qui avait connu de meilleures décennies. Ruth m'a conduite. Je portais la seule tenue propre que j'avais, un jean, un chemisier blanc emprunté à Linda, et des chaussures que j'avais achetées dans une friperie pour 4 $. Durn avait 64 ans, de fines lunettes à monture métallique. Il s'est levé quand je suis entré et m'a serré la main avec ses 2 mains. Votre grand-mère parlait constamment de vous, a-t-il dit. Veuillez vous asseoir. Il a vérifié ma pièce d'identité, vérifié l'acte de naissance que j'avais reçu par courrier. Il a croisé mon numéro de sécurité sociale via un système sécurisé. Tout correspondait. Tout était en ordre. La fiducie est active, a-t-il dit. Vous avez un accès complet au fonds à compter d'aujourd'hui. Il a fait glisser un document sur le bureau. J'ai signé. Ma main n'a pas tremblé. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Votre grand-mère a aussi laissé des instructions pour moi. Elle a écrit, Caroline pourrait avoir besoin d'un avocat avant d'avoir besoin de l'argent. Il a ouvert un tiroir de bureau. Elle m'a demandé de vous référer à quelqu'un si nécessaire, un plaideur. Il m'a tendu une carte de visite. Hélène Brigg, litige civil, diffamation, harcèlement, basé à Millfield. J'ai pris la liberté de l'appeler ce matin, a dit Durn. Elle peut vous voir à 14 heures. J'ai regardé la carte, puis Durn. Ma grand-mère a planifié ça aussi? Elle a prévu la possibilité. Elle espérait que ça n'en arriverait pas là. J'ai appelé Hélène Brigg à 13h45. J'étais dans son bureau à 14h10. À 15h30, elle avait examiné tout le dossier de preuve de Ruth, chaque enregistrement, chaque document fabriqué, chaque entrée cochée dans ce carnet bleu. Ces mots exacts, c'est de la diffamation en soi. Déclarer faussement que quelqu'un a un casier judiciaire est attaquable dans l'Ohio sans prouver de dommages. Mais nous avons des dommages, 3 ans de dommages. Elle a déposé la plainte cette semaine-là.
Gérald Johansson a été notifié un lundi matin à 8h15. Un huissier de justice a remonté l'allée pendant que Gérald vérifiait la boîte aux lettres. Madame Patterson de la Poste arrosait ses azalées 2 maisons plus loin. Elle a tout regardé, l'enveloppe, le visage de Gérald, la façon dont il s'est tenu dans l'allée à lire la première page sans bouger pendant 1 minute entière. Denise a été notifiée séparément 1 heure plus tard au Harland Fresh Mart. Elle était dans le rayon des céréales. 3 personnes qu'elle connaissait de son groupe de cuisine étaient dans le magasin à ce moment-là. À midi, la moitié de Harland était au courant. Au dîner, l'autre moitié. Gérald a appelé mon téléphone 14 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Hélène m'avait conseillé, toute communication passe par le conseil maintenant. À 18h47, un SMS est arrivé, tu vas le regretter. Je suis ton père. Hélène l'a enregistré. Pièce à conviction 47. Le lendemain, Denise a commencé sa campagne. Elle a appelé 5 voisins en un seul après-midi. À travers les larmes, toujours des larmes, elle a dit à chacun la même chose, ma fille me poursuit parce que je l'aimais trop. Mais quelque chose avait changé. La plainte a été déposée devant le tribunal du comté. Les dossiers judiciaires dans l'Ohio sont publics, et les gens dans les petites villes lisent les dossiers judiciaires comme ils lisent le bulletin paroissial, minutieusement. À la fin de la semaine, quelqu'un au dîner avait sorti la plainte en ligne. Le résumé était juste là, noir sur blanc, rapport de police fabriqué, usurpation de l'identité d'une assistante sociale, 37 appels documentés aux employeurs sur une période de 3 ans. Pour la première fois, quelqu'un a posé à Denise la question à laquelle elle ne s'était pas préparée. C'était Tom Adler, le voisin de Gérald depuis 30 ans. Il l'a croisé à la station-service. « Denise, est-ce vrai que tu as appelé ses employeurs ?» Elle n'a pas répondu. Elle est montée dans sa voiture et est rentrée chez elle. Gérald s'est inscrit pour parler à la prochaine réunion du conseil municipal. Bien sûr qu'il l'a fait. Le podium avait fonctionné une fois. Il pensait que ça marcherait encore. Cette fois, la salle était pleine. 60 personnes, peut-être plus. Chaises pliantes sorties du placard de rangement, gens debout le long du mur du fond. Ce n'était plus une question de nid de poule. Je me suis assise au 3e rang. Pas au fond, au 3e rang. Hélène Brigg était assise à côté de moi, bloc-notes juridique sur ses genoux, stylo à la main. Elle portait un blazer gris et une expression qui ne trahissait rien. Gérald a pris le podium à 19h15. La plupart d'entre vous me connaissent, a-t-il dit. J'ai vécu à Harlem toute ma vie. J'ai entraîné la petite ligue. J'ai siégé au comité de planification. Et maintenant, ma propre fille essaie de détruire cette famille avec un procès frivole. Il a agrippé les côtés du podium. Elle a été influencée par des étrangers, des avocats, des gens qui ne connaissent pas cette famille. Je demande à cette communauté de se tenir avec moi. Il m'a regardé. J'ai soutenu son regard, je n'ai pas tressailli. La salle était silencieuse. Puis Hélène s'est levée. Je m'appelle Hélène Brigg. Je suis avocate agréée dans l'État de l'Ohio, et je représente Caroline Johansson. Elle a parlé calmement. Une plainte a été déposée devant le tribunal du comté. La plainte et ses preuves à l'appui font partie du dossier public. J'encourage quiconque ici qui est curieux à les consulter plutôt que de se fier à la version des événements d'une seule personne. Elle s'est rassise. Pas de drame, pas d'accusation, pas de voix élevée. La salle a été calme pendant 8 secondes entières. J'ai compté. Puis le président du conseil s'est éclairci la gorge et est passé au point suivant de l'ordre du jour. Gérald est resté au podium un moment de plus. Puis il s'est rassis. Il ne m'a plus regardé. Le tribunal a accordé l'ordonnance de protection civile 11 jours plus tard, 150 mètres. Aucun contact direct, aucun contact via des tiers, pas d'appel téléphonique, pas de SMS, pas de lettres, pas de mails, pas de messages relayés par des voisins, amis ou qui que ce soit d'autre. Gérald l'a violée dès la première semaine. Il a emprunté le téléphone de son voisin à un homme nommé Dal, qui ne savait pas mieux et m'a envoyé un SMS, ce n'est pas fini, Caroline. Hélène l'a documenté, l'a déposé auprès du tribunal. Gérald a reçu un avertissement officiel du juge. Une violation de plus et il ferait face à des accusations d'outrage. L'affaire de diffamation a avancé.
Hélène a soumis le dossier de preuve de Ruth, les enregistrements, les journaux d'appel, les documents fabriqués, les métadonnées reliant les emails anonymes au foyer Johansson. 37 appels, 5 faux rapports de police, 3 ans d'interférence systématique avec ma capacité à gagner ma vie. Gérald a engagé un avocat bon marché de 2 comtés plus loin, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Après avoir examiné les preuves, il a appelé Hélène et a recommandé un règlement. Gérald a refusé. Je ne règle pas avec ma propre fille. Son avocat s'est retiré de l'affaire la semaine suivante. Gérald n'a pas engagé de remplaçant. Pendant ce temps, les dossiers judiciaires faisaient leur travail. À Harland, les documents publics sont des conversations publiques. Les gens lisaient, les gens parlaient. Tu as vu la partie sur l'appel de l'assistante sociale? Elle a fait 37 appels. Gérald a falsifié un rapport de police. Au Harland dîner où j'avais l'habitude de débarrasser les tables à 14 ans, le cuisinier a dit à un habitué, « Cette fille a postulé ici une fois. Je l'ai refusée à cause d'un appel téléphonique. Je me sens malade à ce sujet. La vérité n'a pas besoin d'un podium. Elle a juste besoin d'être accessible. » Lentement, puis tout d'un coup, Harland a commencé à lire. Denise a été la première à le sentir. Le cercle de cuisine du jeudi, un groupe de 8 femmes qui se réunissaient chez les unes et les autres depuis 15 ans, lui a envoyé un message via l'organisatrice du groupe, « Nous pensons qu'il est préférable que tu fasses une pause pour l'instant, Denise. » Juste jusqu'à ce que les choses se calment. Les choses n'allaient pas se calmer. Puis Gérald est allé au café sur Main Street, sa banquette, sa routine matinale depuis 20 ans. La banquette n'était occupée par personne. Les gens ne s'asseyaient tout simplement pas là. Il a pris une table près de la fenêtre. Personne ne l'a rejoint. La serveuse a rempli son café sans établir de contact visuel. Tom Adler, son voisin, celui qui avait posé la question à Denise à la station-service, est venu à la maison. « Jerry, je te connais depuis 30 ans. Est-ce que tu as vraiment falsifié un rapport de police ?» Gérald se tenait dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre. Il a fermé la porte au nez de Tom, n'a pas dit un mot. Du côté juridique, les choses se sont accélérées. Dave, le directeur du restaurant à Granton qui avait annulé mon entretien après avoir reçu le faux rapport de police, a appelé le bureau d'Hélène volontairement. Il a dit qu'il était prêt à témoigner. Il avait toujours l'email avec la pièce jointe falsifiée sauvegardée dans sa boîte de réception. Bill de la quincaillerie de Millfield s'est manifesté aussi. Il avait gardé une note sur l'appel téléphonique dans son dossier d'embauche. Il se souvenait de la date. Il se souvenait de la voix. Je n'ai participé à rien de tout cela. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien posté. Je ne suis pas allé de porte en porte pour raconter ma version. Je n'en avais pas besoin. Les preuves existaient. Les dossiers judiciaires étaient publics. Et les gens de Harland, malgré tous leurs défauts, savaient lire. La ville ne s'est pas retournée contre Gérald parce que je le leur avais demandé. Ils se sont retournés parce que les comptes ne tombaient plus justes. Gérald ne s'est pas présenté au tribunal. Après que son avocat se soit retiré, il s'est représenté lui-même pour exactement un dépôt, une réponse manuscrite qui disait en entier « Ceci est une affaire familiale et le tribunal n'a aucune juridiction sur le droit d'un père à protéger son enfant. » Le juge n'était pas d'accord. Quand Gérald n'a pas comparu pour l'audience, Hélène a demandé un jugement par défaut. Le tribunal l'a accordé, diffamation en soi, ingérence délictuelle dans un emploi prospectif. Dommages-intérêts accordés, 85 000 $, calculés à partir de 3 ans de perte de revenus et de préjudices documentés. Gérald n'a pas payé. Hélène a déposé un privilège, hypothèque judiciaire, sur la maison Johansson. J'étais assise dans le bureau de Philippe Durne quand le jugement est arrivé. Il l'a imprimé et me l'a tendu par-dessus le même bureau où j'avais signé les documents de fiducie 2 mois plus tôt. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. « Fatigué » ai-je dit. Et je le pensais. Cette même semaine, Durne m'a offert un emploi, et pas par charité. Il m'avait observé organiser les dossiers de preuve de Ruth, construire des chronologies, recouper des dates. « J'ai besoin d'une assistante administrative » a-t-il dit. Vous êtes la personne la plus organisée que j'ai rencontrée en 40 ans de pratique. J'ai commencé le lundi suivant. $16.50 de l'heure.
Avantages sociaux après 60 jours. Un bureau près de la fenêtre avec une fougère qui avait besoin d'arrosage. Avec les fonds de la fiducie, j'ai loué un appartement d'une chambre à Millfield. Rez-de-chaussée, petite cuisine, une porte avec une serrure et une clé qui m'appartenait. J'ai acheté une Honda Civic d'occasion avec 225 000 km. J'ai ouvert un compte bancaire avec seulement mon nom dessus. J'ai fait les courses pour la première fois de ma vie sans demander la permission de personne. L'appartement était calme. Personne ne demandait où j'allais. Personne ne vérifiait mes emails. Personne n'appelait mon employeur. Le calme était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Vous savez, quand j'étais assise dans cette salle d'audience et que le juge a lu le verdict, je n'ai pas ressenti de joie. Je me suis senti fatigué. 3 ans de ma vie partis, 8 mois dans un lit de refuge, tout ça parce que mes parents préféraient me détruire plutôt que de me laisser partir. Laissez-moi vous demander quelque chose de précis, si vos parents avaient falsifié un rapport de police pour vous empêcher d'obtenir un emploi, les auriez-vous poursuivis ou seriez-vous partis? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. 3 mois après le jugement, une lettre est arrivée au refuge. Linda me l'a fait suivre. Denise l'avait envoyée à mon ancienne adresse, pas à ma nouvelle, une zone grise technique dans l'ordonnance de protection, mais une violation de son esprit. Je l'ai ouverte à ma table de cuisine. Ma table de cuisine. Chère Caroline, je suis ta mère. Je serai toujours ta mère. Papa dit qu'il est désolé. Viens dîner pour Thanksgiving. Nous pouvons mettre cela derrière nous. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Papa dit qu'il est désolé et papa est désolé comme si elle relayait un bulletin météo. Nous pouvons mettre cela derrière nous. Pas j'ai eu tort. Pas je n'aurais pas dû appeler tes employeurs 37 fois. Pas j'ai falsifié des documents pour te garder inemployable. Juste nous pouvons mettre cela derrière nous, comme s'il s'agissait d'un désaccord sur le thermostat. Je suis resté avec cette lettre pendant 1 heure. J'ai fait du café. J'ai nourri mon chat, un tigré que j'avais adopté au refuge de Millfield et nommé Maggie, parce que bien sûr que je l'ai fait. Puis j'ai répondu par l'intermédiaire d'Hélène, comme l'ordonnance de protection l'exigeait. Maman, je te souhaite bonne chance. Mais l'amour n'inclut pas le sabotage de la capacité de survie de ton enfant. Tu as appelé mes employeurs. Tu t'es fait passer pour une assistante sociale. Tu as essayé de me faire expulser du seul endroit où j'avais pour dormir. S'il te plaît, respecte l'ordonnance du tribunal. Ne me contacte plus. Caroline. J'ai scellé l'enveloppe, mis un timbre, conduit jusqu'au bureau de poste de Millfield, pas celui de Harland, pas celui où Madame Patterson me verrait et ferait un rapport. Puis je suis rentré chez moi. Ma maison. J'ai cuisiné un dîner pour une personne, pâtes, pain à l'ail et un verre d'eau. Maggie s'est assise sur le comptoir et m'a regardé manger. C'était le meilleur repas que j'ai jamais eu. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez mes parents. Je vous le dis parce que quelque part en ce moment, quelqu'un est allongé dans un lit qu'il ne possède pas, fixant un plafond qu'il ne peut pas peindre, se demandant si vouloir une vie à soi fait de lui une mauvaise fille ou un mauvais fils, ou un ingrat ou un égoïste. Ce n'est pas le cas. Vouloir travailler n'est pas une trahison. Vouloir l'indépendance n'est pas un manque de respect. Et s'éloigner des gens qui détruisent activement votre vie n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Ma grand-mère n'a pas pu se sauver elle-même. Elle a passé 30 ans mariée à un homme qui contrôlait tout, où elle allait, à qui elle parlait, ce qu'elle avait le droit de vouloir. Au moment où elle s'est libérée, elle avait 70 ans et vivait dans un appartement loué avec rien d'autre qu'une ferme vendue et un plan. Mais elle m'a sauvé. Elle l'a planifié 10 ans à l'avance. Elle a engagé une détective privée, mis en place une fiducie et écrit une lettre qu'elle a scellée dans une mallette en espérant que je n'aurais jamais besoin de l'ouvrir. C'est à ça que ressemble le véritable amour. Pas le contrôle déguisé en inquiétude. Pas le sabotage déguisé en protection. L'amour élabore un plan pour votre liberté, même quand cela coûte tout. J'ai 28 ans maintenant. Je travaille comme assistante administrative dans un cabinet d'avocats à Millfield. J'économise pour l'université communautaire. J'ai un appartement d'une chambre, une Honda d'occasion et un chat nommé Maggie qui perd ses poils sur tout ce que je possède. Et je ne parle pas à mes parents. Je n'ai pas fermé la porte pour toujours. Mais la clé est à moi maintenant.
Il ne décide pas quand elle s'ouvre. Grand-mère Maggie a écrit dans sa lettre, « La liberté n'est pas gratuite, mais tu vaux chaque centime. » Elle avait raison. Gérald a vendu la maison. Il n'a pas eu le choix. Le privilège déposé par Hélène signifiait que le jugement devait être satisfait avant que la propriété puisse être transférée, et Gérald ne pouvait pas se permettre de payer 85 000 $ de sa poche. La maison sur Maple Street, celle où j'ai grandi, celle avec le Porsche où il lisait son journal et prétendait ne pas savoir ce que faisait sa femme, s'est vendue pour 168 000 $. Après le privilège, les frais d'agent immobilier et les arriérés d'impôts qu'il ignorait, il est reparti avec juste assez pour louer. Lui et Denise ont déménagé dans un parc de caravanes à l'extérieur de Galion, à 20 minutes de Harland, assez près pour faire encore ses courses au Fresh Mart, mais assez loin pour qu'ils arrêtent de croiser des gens qui avaient l'habitude de les saluer. Gérald n'a jamais admis qu'il avait tort, pas une seule fois. Et il a raconté à ses nouveaux voisins la même histoire qu'il a racontée au conseil municipal, « Ma fille a subi un lavage de cerveau par un avocat. » Il racontera probablement cette histoire jusqu'au jour de sa mort. Certaines personnes préfèrent tout perdre plutôt que d'admettre qu'elles étaient le méchant. Mais Denise a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ruth me l'a dit des mois plus tard lors d'un de nos appels téléphoniques occasionnels. Denise a commencé à voir un thérapeute de son propre chef, sans que Gérald le sache. Elle a dit au thérapeute lors de leur 3e séance, « Je pense que j'ai fait quelque chose de terrible. Je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne suis pas prête à lui pardonner. Je ne le serai peut-être jamais. Mais je peux contenir 2 choses à la fois, la femme qui a appelé 37 employeurs et menti sur sa fille, et la femme qui s'est finalement assise sur une chaise et a dit la vérité à voix haute. Les gens sont compliqués. Même ceux qui vous blessent le plus. Mais compliqué ne signifie pas que vous leur devez l'accès à votre vie. La guérison n'exige pas la réconciliation. Et parfois, elle exige juste de la distance. C'est mon histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Tout le monde n'a pas une grand-mère qui planifie une décennie à l'avance, mais tout le monde mérite de savoir que vouloir l'indépendance n'est pas une trahison. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez, s'il vous plaît envoyez-la lui. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul suffit. Cliquez sur j'aime si cela a résonné. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous voulez entendre ce qui s'est passé quand Denise s'est présentée à mon lieu de travail 6 mois plus tard, cette histoire est en lien dans la description ci-dessous. Je vous y retrouve.